Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Questions contemporaines. Collection dirigée par Jean-Paul Chagnolot, Bruno Péquignot et Xavier Richet. Chômage, exclusion, globalisation. Jamais les questions contemporaines n'ont été aussi nombreuses et aussi complexes à appréhender. Le pari de la collection Questions contemporaines est d'offrir un espace de réflexion et de débat à tous ceux, chercheurs, militants ou praticiens, qui osent penser autrement, exprimer des idées neuves et ouvrir de nouvelles pistes à la réflexion collective. Dernière parution. Laurent Martin, dire « La diversité ethnoculturelle dans les arts, les médias et le patrimoine ». Enquête en France et en Europe, 2021. Ossine Kerzazi, Islamo-diversion. Un quinquennat de casse sociale, 2021. Azalaïska EHM, l'égalité met-elle en péril le droit à la différence ? Les politiques multiculturelles suédoises, 2021. Michel Bourse, Halimé Youssel, la communication politique, les enjeux aujourd'hui, 2021. Alexandre Labelle, le travail d'éducation au sein des lieux de vie de la protection de l'enfance et de la jeunesse. Comparaison en France et Québec, 2021. Philippe Villemard, dire la critique génétique à la recherche d'autres savoirs. De l'état quantique à l'écriture par la rature, 2021. Méline René Massamba, le génocide selon Nuremberg, l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, 2021. Jacques Bochard, le bien commun, enjeux politiques du développement durable, 2021. Simon Kaiser, fédéralisme territorial et fédéralisme personnel. Réflexion sur les statuts personnels dans les États multicommunautaires, 2021. Salvatore Palidda, 20 ans après les brutalités policières du G8 de Gênes, 2021. Introduction, état des lieux. En ce début de XXIe siècle, la progression de la démographie humaine reste exponentielle, malgré tous les indicateurs qui témoignent de l'irrationalité d'une telle situation dans les conditions actuelles de la vie sur Terre, conditions dont tous les scientifiques nous révèlent jour après jour les effets délétères sur la planète et partant sur l'humanité elle-même. En même temps, cette progression témoigne soit d'une vitalité et d'un optimisme inhérents à la jeunesse, soit de l'inconscience ou encore de la vulnérabilité des femmes sous la domination masculine, car tous les enfants ne sont pas désirés et ce sont les femmes qui en subissent les conséquences, et elles uniquement. Même si, en raison d'un progrès dans l'éducation des filles, laquelle, on le sait, est corrélée à un moindre nombre d'enfants, progrès inégal selon les pays, il semble que s'amorce une tendance vers la baisse du nombre d'enfants par femme. La population humaine a néanmoins atteint un nombre impressionnant, presque 8 milliards d'individus aujourd'hui, Pison 2019. Les projections de l'ONU font état d'une population mondiale qui passera de 7,7 milliards d'individus en 2020 à 9,7 milliards en 2050 puis à 10,9 milliards en 2100. Par contre, d'autres études, dont celle publiée en juillet 2020 par la revue The Lancet, estiment que la population mondiale continuera de croître jusqu'en 2064 avant d'amorcer sa décroissance. Or, parallèlement à cet accroissement de la population humaine, se posent des problèmes écologiques graves de pollution, de changement climatique, de diminution des ressources naturelles, et des problèmes sociaux de pauvreté, de guerre, de famine, de chômage, de prolifération des armes et des mafias, non moins inquiétants, liés aux problèmes écologiques et exacerbés par la diffusion mondiale des moyens d'information et de manipulation des masses, le rejet à grande échelle de toute morale, de tout humanisme, et la prévalence des valeurs financières et matérielles au détriment des valeurs humaines. En somme, l'accroissement de la population humaine coexiste avec un monde de moins en moins vivable. Si Thérèse Delpech 2005 souligne la difficulté qu'il y a quand il s'agit de l'avenir, à discerner les grandes lignes de force inscrites dans les événements présents, et à ne pas être aveuglé par leur présence même, néanmoins sans chercher à prédire le futur, nous pouvons tenter de repérer quelques-unes de ces grandes lignes de force inscrites dans notre présent qui ne manqueront pas de se développer, voire de prendre des proportions alarmantes. Gardons toutefois à l'esprit que l'histoire n'est pas linéaire et qu'elle se développe selon une progression buissonnante, Rayot Sarcey, 2016, ce qui signifie que tout n'est certes pas écrit et que des événements imprévus peuvent surgir, telle la pandémie de Covid-19 en 2019, dont les scientifiques prévoient que si ce n'est pas la première dans l'histoire de l'humanité, ce n'est pas non plus la dernière.
Or ces grandes lignes de force, quelles sont-elles en ce début de XXIe siècle? Une démographie galopante et par voie de conséquence, des ressources terrestres en diminution. Des guerres de plus en plus meurtrières, notamment à partir du XXe siècle. Des populations civiles martyrisées et de plus en plus prises pour cible au XXe siècle avec la guerre totale, puis au XXIe avec toutes sortes d'attentats et de conflits. La défaite des sagesses traditionnelles, un usage mortifère de la science au service des pires turpitudes et de la négativité humaine, la prévalence du court terme en matière économique aussi bien que politique, et de ce fait, l'irresponsabilité volontaire mais aussi inconsciente des gouvernements de la planète par rapport à l'environnement à cause de la seule prise en compte de l'économie, soit de cette valeur délétère que constitue l'argent. C'est ce que nous allons analyser plus en détail au cours des chapitres qui suivent pour tenter d'imaginer une réponse à cette question que se posait déjà le peintre Paul Gauguin, 1848 à 1903. Où allons-nous? Chapitre 1. Une démographie galopante. Alors que l'on estime à moins d'1 million les représentants de notre espèce au début du Paléolithique supérieur, ils atteignent le nombre d'à peine 10 millions à la fin de la même ère culturelle, datée de moins 3 millions d'années à moins 11 000 environ. Les humains sont moins de 100 millions au début des âges métallurgiques, vers 3000 AV. JC, environ 200 millions au temps de Charlemagne, Heyer 2020, et un peu moins d'1 milliard en 1800, Condemi et Savetier 2018. Ils sont 2 milliards en 1927, 6 milliards en 1999, Beau 2000, 7,5 milliards à la fin des années 2010, Condemi et Savetier 2018, 7,8 milliards aujourd'hui, et les démographes de la division de la population des Nations Unies prévoient une population mondiale de 9,5 milliards de jours humains en 2050, 10,1 milliards en 2071, et 10,2 milliards en 2100 Jacquard, 1991. L'ONU a réajusté ses calculs et prévoit maintenant qu'en 2100, la planète comptera 11,2 milliards d'êtres humains, dont 4,5 milliards en Afrique, alors que ce continent en comptait 800 millions en 2000, Pison 2019. Que s'est-il passé? Jean-Paul Demoule explique que le début du boom démographique de l'humanité constitue la principale conséquence de l'apparition, dont nous ressentons les effets toujours incontrôlés sur le temps long, de l'agriculture et de l'élevage, dans l'ensemble du monde, Demoule et al., 2018. En effet, l'archéologie montre que si les chasseuses-cueilleuses n'ont en moyenne qu'un enfant tous les 3 ans, les agricultrices des sociétés traditionnelles en ont un chaque année même si, alors, la moitié des enfants meurent avant l'âge d'1 an. L'accroissement de la fertilité est dû aux effets combinés de la sédentarité et d'une alimentation sécurisée et plus riche. Or cette croissance démographique s'avère intensive sur place et extensive dans l'espace, avec les migrations, phénomène continuel dans toute l'histoire de l'humanité. Et l'anthropologue souligne qu'en l'espace de 2000 ans, l'Europe est habitée jusqu'à l'Atlantique, la Mésopotamie jusqu'au Golfe Persique, et la pression est d'autant plus forte que l'environnement se révèle restreint, en surface comme en ressources. D'où l'émergence de tensions territoriales et sociales, de phénomènes de violence, de hiérarchie et d'inégalité sociale, ainsi que d'inventions techniques comme solution aux problèmes surgis de la hausse de la population, Demoule et al., 2018. S'il a fallu 200 000 années à l'humanité pour atteindre une population d'1 milliard d'individus en 1800, grâce à l'amélioration des conditions de vie, due au progrès de l'agriculture, du commerce et des transports, et à la baisse de la mortalité, il lui a fallu seulement 200 ans pour en atteindre 7,8 milliards en 2020, majoritairement concentrés en Asie du Sud et de l'Est, Pison 2019. Ce nombre vertigineux pose légitimement question non seulement aux démographes, mais aussi aux puissances politiques ou économiques et surtout à tous les humains qui se veulent responsables. En effet, tous les individus de la population mondiale ne sont pas logés à la même enseigne, que ce soit en matière d'éducation où la disparité est grande selon les pays, le genre et la fortune, de même qu'en matière de santé, de logement, de revenus, de ressources essentielles alors que là encore, la disparité est grande entre régions du monde et résulte de conditions géographiques mais surtout historiques qui désignent les turpitudes de notre espèce. 1.1. Démographie et éducation. Le démographe Gilles Pison, 2019, note que les projections de population, très solides pour les décennies à venir,
indique que la croissance de la population mondiale, après avoir été galopante dans les années 1960, décélère d'année en année à une vitesse plus rapide qu'on ne l'imaginait il y a peu et que ce mouvement devrait se poursuivre encore pendant plusieurs décennies, les hommes et les femmes ayant fait pour une grande part le choix d'avoir peu d'enfants tout en leur assurant une vie longue et de qualité. Cependant, globalement, la population mondiale devrait continuer d'augmenter pendant encore plusieurs décennies. À cet égard, il est notoire que non seulement l'éducation des femmes les incite à moins procréer mais encore que ce fait contribue à améliorer les conditions de vie des enfants, notamment sur le plan de leur santé. Les démographes observent que, partout, même dans les pays les plus pauvres, l'instruction des femmes est toujours associée à une meilleure santé et à une diminution de la mortalité chez les enfants, Pison 2019. Ce lien entre l'éducation des mères et l'allongement de l'espérance de vie des enfants a par exemple été clairement démontré dans les pays émergents. Au cours du XXe siècle, on a en effet appris dans les pays en voie de développement que le moyen le plus efficace d'améliorer l'état sanitaire des populations est effectivement d'encourager l'éducation des mères car ce sont elles qui éduqueront les enfants. Toubiana, 1995-1999. Les femmes éduquées ont tendance à faire moins d'enfants et s'occupent mieux de leur alimentation, mais si le nombre d'illettrés a diminué de 25% à 21% au début des années 2000, le nombre de femmes illettrées a par contre augmenté, Rives et Lenoir, 2003. Du point de vue de l'éducation, les femmes sont en effet toujours très désavantagées dans de nombreuses parties du monde, Wirterich, 1999, Georges, 2004. Nous avons par ailleurs expliqué qu'invariablement, les difficultés sociales rejaillissent toujours d'abord essentiellement sur les femmes et les enfants, Perruis-Cefache, 2019. De fait, toutes les études indiquent que dans tous les pays, l'éducation des filles ne présente pas les mêmes caractéristiques que celle des garçons. Dans certains pays, elle est même ouvertement sacrifiée, alors que dans d'autres, le poids inconscient des lourdes traditions patriarcales de leur milieu engage un certain nombre de jeunes filles à renoncer à leurs ambitions sociales légitimes compte tenu de leur réussite scolaire. Il va sans dire que dans de trop nombreux pays encore, la domination masculine s'exerce dans toute son étendue au moyen des obstacles accumulés devant les filles pour les empêcher de s'instruire et ainsi de mieux comprendre, et peut-être même refuser, leur soumission et d'accéder à leur émancipation de la tutelle masculine que rien ne justifie. Le sociologue Christian Schiess, Gardet, 2011, constate que la plus grande reconnaissance dont bénéficient les hommes dans la société, y compris occidentale, est le fruit d'une longue socialisation qui a pour effet progressif de les hisser à leur rang de dominants. En effet, depuis leur plus jeune âge, les garçons reçoivent plus d'attention que les filles de la part de leurs parents, de leurs enseignants, de leur entourage. Ils sont systématiquement encouragés, et plus énergiquement que les filles, à investir l'espace public, à prendre des risques, à prendre la parole, à manger une 3e ration de nourriture, etc. Ce surplus d'attention et d'encouragement les conduit à bénéficier d'une assurance et d'une estime de soi renforcée, qui vont de pair avec l'intériorisation d'un sentiment de supériorité vis-à-vis des filles. Ainsi, toutes les études montrent que malgré une réussite scolaire supérieure à celle des hommes, les femmes sont globalement privées des meilleurs postes et des meilleurs salaires, Durubella 1990, Terrail 1995, Wirterich 1999, Maruani 2000, Thébault 2002, Jonas 2007, Gardet 2011. Et la domination masculine a encore de beaux jours devant elle, Héritier 1996, Bourdieu 1998. Or, quelles sont les perspectives de la démographie mondiale pour les années à venir ? 1.2. Perspectives pour les années à venir. Le démographe Gilles Pison, 2019, souligne que les projections démographiques sont relativement sûres lorsqu'il s'agit d'annoncer l'effectif de la population à court terme, c'est-à-dire pour un démographe, les 10, 20 ou 30 prochaines années, car la majorité des hommes et des femmes qui vivront en 2050 sont déjà nés. Cela signifie que l'effectif des enfants qui naissent aujourd'hui annonce la taille de la population de demain quand ils seront adultes. Il en résulte ainsi que l'évolution de la population de la Chine, 1,4 milliard d'habitants en 2015 et de l'Inde, 1,3 milliard, devrait aboutir à ce que pour le nombre d'habitants, l'Inde dépasse la Chine avant 2030. Avec 54% des naissances mondiales, l'Asie devrait rester le continent le plus peuplé.
l'Afrique pourrait rassembler à terme le tiers de l'humanité. L'Amérique latine, l'Europe, incluant la Russie et l'Amérique du Nord ne voient naître respectivement que 8%, 6% et 3% de la population mondiale. À cela, il faut ajouter que les régions où la fécondité est encore élevée, c'est-à-dire supérieure à 3 enfants par femme, on trouve en 2015 presque toute l'Afrique subsaharienne et les régions allant de l'Afghanistan jusqu'au nord de l'Inde en passant par le Pakistan, Pison 2019. Autant dire que les pays dits riches risquent de voir basculer bien des certitudes, et notamment leur vision hégémonique du monde. Si, selon le démographe, il est impossible d'échapper à l'inertie démographique qui aboutit à un inexorable surcroît de 2 à 4 milliards d'habitants d'ici la fin du XXIe siècle, il est possible et même urgent en revanche d'agir sur les comportements afin de les rendre plus respectueux de l'environnement et plus économes en ressources car la vraie question, dont dépend la survie de l'espèce humaine, est finalement moins celle du nombre des humains que celle de leur mode de vie, Pison 2019. Loin d'être idéal, on voit que de plus, ce monde manifeste des injustices criantes et des inégalités tout simplement monstrueuses qui conduisent Jean Ziegler, 2003-2005, à parler de société cannibale. 1.3. Démographie et injustice. C'est ainsi que le Programme des Nations Unies pour le développement fait état de l'égoïsme et de l'inconscience des pays riches et de leurs habitants, individualisme et inconscience que révèlent outrageusement les chiffres de leurs dépenses superflues dans un monde où des milliards d'êtres humains manquent de l'essentiel. En effet, d'après les calculs de l'UNICEF, donner accès à l'école à tous les enfants de 6 à 15 ans coûterait à l'ensemble des États les plus pauvres 7 milliards de dollars, soit moins que ce que dépensent annuellement les habitants des États-Unis pour leurs achats de produits cosmétiques, ou moins que les dépenses effectuées en un an par les Européens habitant l'un des 15 États membres des '. Avant le 1er mai 2004 pour se procurer des crèmes glacées, Ziegler 2005. L'argent dépensé à pareille futilité ne pourrait-il pas être mieux utilisé ? Le rapport du PNUD de 1998 précise par exemple que les achats annuels de cosmétiques aux États-Unis s'élèvent à 8 milliards de dollars, et les achats de crèmes glacées en Europe à 11 milliards de dollars par an. À cette date, la consommation annuelle de parfums en Europe et aux États-Unis est de l'ordre de 12 milliards de dollars et les achats d'aliments pour animaux en Europe et aux États-Unis de 17 milliards de dollars par an. La consommation de cigarettes en Europe s'élève à 50 milliards de dollars, et l'achat de boissons alcoolisées y est de 105 milliards de dollars annuellement. La consommation de stupéfiants dans le monde atteint 400 milliards de dollars à cette période de la fin des années 1990, Marie, 2003. Comment être véritablement humain et ne pas avoir honte d'une telle désinvolture, d'une telle inconscience, d'un tel égoïsme, d'un tel gaspillage ? Si la responsabilité de chaque individu est engagée à ce sujet, celle des politiques économiques en vigueur à l'échelle mondiale l'est encore davantage depuis l'avènement du néolibéralisme, avec leur cortège d'abus et de pratiques immorales, avec la déshumanisation qu'elles entraînent, Perry-Cefache 2020, ainsi qu'avec la mainmise des mafias sur tout ce qui touche à l'argent mais aussi à la politique. Michel Rocard nous a ainsi rappelé que le chiffre d'affaires des mafias et trafiquants de drogue, d'armes ou d'êtres humains, approche les 10% du produit brut mondial à la fin des années 1990, Forou et Spitz 2000. 1.4. Des politiques économiques insensées. D'emblée, il faut souligner que ces politiques économiques déshumanisantes pour le plus grand nombre font leur miel de l'accroissement de la population mondiale réifiée sous le concept de marché. Le commerce mondial n'a cure des personnes, il ne vise que les masses, taillables, corvéables et surtout manipulables à merci, transformées en masse de consommateurs. Les techniques de manipulation et la publicité n'ont en effet jamais été aussi sournoises et sophistiquées à l'insu de ceux qui en sont la cible et qui croient exercer leur liberté en se procurant des biens et des services qui les rendent esclaves de leurs désirs. Rappelons avec Freud et Paul Ricoeur, 1969, le caractère errant du désir humain sur lequel la publicité fait fond en manipulant l'inconscient. Les moyens mis au service de ces techniques et de cette manipulation sont maintenant universels avec la propagation du téléphone mobile. Aux images sont bien sûr associés des slogans dont l'impact n'est pas moindre sur le psychisme des consommateurs cibles, Greven 1982.
Les annonces publicitaires utilisent, travestissent et dénaturent les sentiments les plus humains à des fins commerciales. Les affects deviennent des arguments de vente. Images et slogans jouent un rôle non négligeable sur l'inconscient et le subconscient de ceux qui en sont la cible. Par exemple, la même pression insidieuse est exercée aujourd'hui vis-à-vis des enfants que celle qu'ont exercée les publicitaires américains sur les femmes des États-Unis au début du XXe siècle. Ainsi que le rappelle Nancy F. Cott, Duby et Perrault, 2002, les publicitaires se mirent à exploiter les découvertes de la psychologie selon lesquelles un comportement civilisé obéit à des motivations irrationnelles, utilisant le symbolisme de l'image et les associations d'idées pour créer chez le consommateur des émotions l'incitant à acheter. Les nouvelles techniques graphiques et photographiques permirent à la publicité de devenir un moyen visuel plus insidieux que jamais, vendant délibérément aux consommateurs non seulement des produits mais des images d'eux-mêmes, construisant même de toutes pièces cette image, comme si elle était le reflet de la réalité. C'est de cette façon, entre autres, que de nos jours, l'économie tire notamment parti des jeunes puisqu'ils seront des consommateurs sur la longue durée, exploite leur psychisme, les manipule et en fait à leur tour des manipulateurs et surtout des consommateurs. Jean Baudrillard, 1970, nous avait expliqué que le consommateur vit comme liberté, comme aspiration, comme choix, ses conduites distinctives. Il ne les vit pas comme contraintes de différenciation et d'obéissance à un code. La liberté et la souveraineté du consommateur ne sont que mystifications. Cette mystique bien entretenue, en tout premier lieu par les économistes, de la satisfaction et du choix individuel, où vient culminer toute une civilisation de la liberté, est l'idéologie même du système industriel. Elle en justifie l'arbitraire et toutes les nuisances collectives, crasse, pollution, déculturation. En fait, le consommateur est souverain dans une jungle de laideur où on lui a imposé la liberté de choix, Baudrillard, 1970. 50 ans plus tard, cette analyse a gardé toute sa pertinence. Dans le même ordre d'idées, Jean Ziegler, 2003, souligne que l'individu fabriqué par le capital mondialisé est réduit à sa pure fonctionnalité. Il a l'impression d'être libre parce qu'il ne peut reconnaître, dans le dédale des déterminismes marchands qui s'exercent sur lui, l'aliénation qui le gouverne et qui le prive de son individualité. La croyance selon laquelle aujourd'hui, dans un régime dit démocratique, l'homme est libre, tient au fait qu'il est informé, que les médias eux aussi libres. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.